Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette discussion intitulée « OTAN, l'atlantisme signifie-t-il l'attentisme ?» Depuis la disparition de la raison d'être de son existence, l'URSS et ses alliés du pacte de Varsovie, l'avenir et la pertinence même de l'OTAN sont l'objet de débats récurrents. Si ceux-ci pouvaient paraître comme faisant partie du paysage depuis des décennies, ils ont cependant atteint un tel niveau au cours des dernières années que la survie de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pouvait sembler sérieusement menacée. En 2019, le président français Emmanuel Macron déclarait en effet de façon fracassante dans une entrevue à la revue The Economist que l'organisation risquait de se retrouver en état de mort cérébrale. Avant lui, et de façon probablement plus problématique et inquiétante, Donald Trump avait, au début de sa présidence, laissé planer le doute sur l'engagement des États-Unis dans une institution qu'il considérait comme un mauvais deal pour son pays, qui assumait l'essentiel des coûts de la défense nord-atlantique, alors que les autres partenaires pouvaient se consacrer à financer leur généreux système de sécurité sociale. Alors que l'OTAN a systématiquement réussi depuis la fin de la guerre froide à se réinventer et à justifier sa pertinence, la guerre déclenchée en février dernier contre l'Ukraine par le président Poutine lui a donné une seconde jeunesse et a rappelé son caractère ô combien indispensable à la sécurité du continent européen. C'est donc dans ce contexte que se déroule notre discussion de ce matin. Nos panélistes nous permettront de mieux le comprendre, mais surtout nous offriront des perspectives sur l'avenir de l'OTAN. Je vous les présente. Tout d'abord, son Excellence Yakis Yassar, ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie. Son Excellence Cyril Svoboda, ancien Premier ministre adjoint et ministre des Affaires étrangères de la République tchèque. Son Excellence Miro Kovač, ancien ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie. Son Excellence Pierre Lellouche, ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes de la République française et ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Son Excellence Péter Balázs, ancien ministre des Affaires étrangères de Hongrie. Le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français. Et enfin, M. Javier Colomina, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy à l'OTAN. M. Colomina doit nous quitter d'ici quelques minutes, à 11h30. Il a un avion à prendre parce qu'il a un agenda très chargé. Je commencerai donc cette discussion en lui cédant immédiatement la parole. Monsieur Colomina, c'est à vous. Merci beaucoup et je suis enchanté d'être ici avec des panélistes de haut niveau comme vous avez vu. C'est pour moi un plaisir. J'étais hier avec vous, je suis aujourd'hui avec vous. Je ne peux pas être d'accord avec ce que le président Macron a dit en 2019 ou ce que le président Trump nous a répété plusieurs fois. Je pense que l'OTAN est une organisation indispensable. On a démontré ce caractère pendant 70 ans. On dit en anglais « the most successful security alliance in history ». But I'd like to be specific on the title of this panel, Atlantism or Immobilism. I think NATO has a very clear regional character, which is the Euro-Atlantic character. And even though we have a quite global network of partners that go from New Zealand to Colombia, and in particular we have 4 Indo-Pacific partners, and we take care of challenges that go beyond the Euro-Atlantic area because of the fact that many of those challenges are transnational. They don't have a geographic stance, such as cyber or hybrid challenges. But the character of the organization is still a regional one and is still based on Euro-Atlantic security and stability. We have, as you know, a quite lively policy of enlargement, which is called open door policy, based on Article 10 of the Washington Treaty that was adopted in 1949, and is a policy that is based on 2 principles. The first one is that we are extremely respectful of any foreign policy and security choice of any nation. You should choose your own security arrangements, whatever those are.
And actually, we have some of our partners, not allies, partners, such as, for instance, Armenia is one of our partners that is at the same time a member of the CSTO organization, and we respect that. I am the special representative of NATO for the Caucasus and Central Asia, and I do take care of those countries. I have a very good relationship with many of them. Sometimes it's difficult, sometimes it's easy, but we try to connect with them as much as we can. But the first principle is that respect. The second one, that is a demand-driven process. We don't even push for enlargement. It is nations that come to us and request to be part of the alliance. It's actually quite a difficult process based on benchmarks that are established at a technical level and political decisions that are taken by our high-level representative, by ministers and prime ministers. I'm sure the former ministers here in the panel have been part of those discussions in the past. So based on that, it is the case, for instance, of Finland and Sweden that have decided to join the alliance. It is their choice. So it's a false narrative, the one that says NATO is enlarging without thinking about it. NATO doesn't enlarge. NATO just accepts or doesn't accept the request by particular nations to access the organization. So I think, as I said, is a lively policy, open door, is based on those two principles. And in that sense, I would say that NATO continues to be a Euro-Atlantic organization, will never stop being a Euro-Atlantic organization, but it is just a matter of fact that threats and challenges today don't have any more a geographical stance. And I think I will put a stop with that. Thank you. Merci, Monsieur Colomina, pour ce propos introductif. Je propose de poursuivre les discussions en vous posant, messieurs, une première question qui, par sa nature même, pourrait occuper la totalité du temps qui nous est imparti. Donc, je vous demanderai d'être le plus concis possible dans votre réponse. Cette question, on peut la formuler comme suit. Doit-on s'attendre à un élargissement prochain de l'OTAN, au-delà des cas de la Suède et de la Finlande, vers, par exemple, d'autres anciens États de la sphère d'influence soviétique? Ou en d'autres termes, si je peux me permettre de reformuler la question peut-être de façon encore plus claire, un élargissement à l'Ukraine serait-il, à plus ou moins long terme, un devoir moral pour l'Alliance? Monsieur Yassar, je vous propose de prendre la parole en premier pour répondre à cette question. Thank you very much for the question, first of all. Well, without any introduction, I thought that the only country which is directly eligible for NATO membership is Georgia, because it was promised and everything in order. It is part of the partnership with NATO, etc. And the only problem, perhaps, is Russian intervention, Russian obstacle for its membership. The other countries, both in Europe and in the former Soviet geography, are Kosovo, which cannot be perhaps easily become a member of NATO because Russia, there is a UN Security Council decision on the pacification and the arrangements of Kosovo. So without Russia's consent, Kosovo cannot become a member. Serbia is another country, but it has very close relations with Russia, and the technology and the armaments, etc., are of the Russian origin, and they have very close relations. So I don't think that Serbia is a country that is in line to become a member. Moldova is another country, but it has chosen a status of
neutrality. I mean, it has commitments for neutrality. So I don't think that without leaving this neutrality, it can join. Armenia and Azerbaijan are two countries, but they have also their constraints. As the previous speaker mentioned, Armenia is also a member of the Russian version of NATO. So what is its name? Cooperation and Defense Organization. So all these things make Armenia difficult to join without leaving the Soviet sphere. Azerbaijan is leading now at present the non-aligned countries, and he's the president, temporary president. So Armenia and Azerbaijan are a package. Either they are going to join both, or none of them will join. So this is how I see. This is how I see the situation, and I don't think that there are other countries left that could be possibly a member of NATO in the foreseeable future in Europe. But of course, we are going to talk perhaps later on the NATO role as a gendarme of the world. It is another question. So, but for the European countries and the former Soviet Union countries, this is how I believe, I perceive. Merci, Monsieur Yassar. Si jamais vous avez oublié un des pays de cet espace-là, peut-être que Monsieur Svoboda pourra compléter ou donner une perspective différente quant aux perspectives d'élargissement dans cette région. Thank you. Speaking about the enlargement, I think that we have to start at the very beginning of Atlantism. It was the time after the Second World War when the world was divided between the two powers, Soviet Union and the United States. And nearly every single country had to decide if be in the camp of the Soviet influence or the American influence. And at the time, also the United States had a very strong interest in supporting Europe, for example, sending money for the security in Europe. After the unification of Europe, there's a huge question: what is today the role of NATO? And Ukraine, the war in Ukraine is a test. And in my view, there are two phenomena which are very important. The first one is to what extent the United States is ready to finance the defense of so-called West, of the liberal democracy. Trump is not keen of doing that. I don't know what is the real position of the current administration. So this is the challenge for Europe. The second problem, the second phenomenon is that the NATO is based on the principle that we are to defend when we are attacked. So the problem is that we have no chance for common preemptive action. And in the time of the proxy wars and cyber wars, so the style of wars and the conflicts are very complex, and sometimes very difficult to prove who is the real enemy, because the attacks could come from any possible country. So, and in my view, that's the challenge which is before Europe, to say we have to define the new role of NATO, and the result of the war in Ukraine will be the answer. Because it seems to me that some are still thinking that we are in the last century, that this is a conflict between the West and East. But in my view,
the more dangerous is or more risky is the relation between North and South. Maybe it will be a new chance for NATO to play a positive role in this conflict, not the old one. Thank you. Merci, Monsieur Svoboda, pour cette perspective qui change un peu l'angle au lieu de rester est-ouest, nord-sud. Monsieur Kovács, je vous cède maintenant la parole pour avoir votre perspective, notamment sur la question de l'élargissement. Merci. Je pense que notre collègue turc a bien exposé la réalité quand il s'agit de l'élargissement de l'OTAN. Il n'est pas réaliste que dans les Balkans, la Serbie ou la Bosnie-Herzégovine rejoignent l'OTAN. En Serbie, je ne vois pas cette ambiance de la société. En Bosnie-Herzégovine, la partie croate et bosniaque serait d'accord. La République srpska, dominée par le peuple serbe, serait contre. Donc, en Europe, ce qui est réaliste, c'est la Finlande et la Suède. Mais ça, on voit déjà que c'est compliqué. On voit que M. Stoltenberg est allé voir M. Erdogan hier à Istanbul et la Turquie n'est pas encore prête à ratifier l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Donc c'est déjà compliqué. Pour ce qui concerne la Géorgie et l'Ukraine, M. Lelouch, je l'ai connu, j'ai fait sa connaissance en 2006 en Ukraine, sur la Crimée. Il y avait une conférence qui s'appelait YES, Yalta European Strategy. À l'époque déjà, on parlait de la possibilité que l'Ukraine devienne un jour membre de l'OTAN. Ce n'est pas encore le cas. C'est une perspective. Je vois cette possibilité que l'Ukraine devient membre de l'OTAN, mais ça va peut-être se passer après le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On ne sait pas encore, personne ne sait comment finira ce conflit. On espère que les Ukrainiens pourront contrôler la totalité de leur territoire, hein, mais on ne sait jamais comment ces conflits, comment des conflits de telle sorte finiront. L'OTAN, quand on parle de l'OTAN, c'est quoi? C'est un plébiscite des pays qui appartiennent à l'OTAN qu'ils forment l'Occident. Hein, c'est la perspective de la Croatie. Nous sommes membres de l'Occident, c'était un plébiscite, on fait partie de l'Occident et on a rejoint l'OTAN, ça il faut le dire clairement, à cause des États-Unis. Donc la plupart des pays qui ont rejoint l'OTAN l'ont fait parce qu'ils croient en l'assurance, ou les assurances des États-Unis. Ça c'est clair, il faut le dire clairement. Parce que sans les États-Unis, l'OTAN ne fonctionne pas. On a fait une grande erreur quand il s'agit de l'Ukraine. On aurait dû tout de suite, en 2014, envoyer des troupes, peut-être pas au nom de l'OTAN, mais des troupes des pays partenaires de l'Ukraine pour s'interposer en Ukraine, comme on l'a fait en Macédoine en 1993. Si on avait fait cela, ça n'aurait pas été, comme l'a dit notre collègue, notre ami de Tchéquie, preemptive strike ou preemptive action, parce que, au nom de l'OTAN, parce que ça n'existe pas, mais on aurait montré clairement que nous sommes là pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On ne l'a pas fait, et M. Poutine, on a conclu que nous sommes faibles, que nous sommes prêts à abandonner les Ukrainiens. Voilà, pour ce qui concerne la première question. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Kovács. Je cède la parole tout de suite à Monsieur Lelouch. Peut-être avez-vous une perspective un peu différente sur cette question-là. En effet, cher ami, en effet. D'abord, je trouve votre interrogation sur l'élargissement totalement surréaliste. Surréaliste parce que c'est précisément à cause de l'élargissement que nous avons une guerre. Comprenez-moi bien,
Poutine porte personnellement la responsabilité de cette guerre et de toutes les conséquences extrêmement négatives sur son propre pays d'abord. Et je pourrais en parler longuement. C'est une déroute, une monumentale erreur de calcul qui restera dans l'histoire, tellement les conséquences vont être graves aussi pour la Russie. Mais si on va être sérieux avec les situations que nous vivons, il faut comprendre que nous portons une part de responsabilité aussi. Nous avons été incapables d'inclure la Russie dans l'après-guerre froide, donc de montrer un peu d'empathie. On les a laissés tomber comme des chaussettes, et je suis assez vieux pour l'avoir vu. On n'a pas aidé Yeltsin, on n'a pas aidé Gorbatchev. On les a laissés couler et démontrer que la démocratie ne marchait pas en Russie. Et on ne les a pas dissuadés non plus. Depuis 30 ans, l'Europe a désarmé massivement. Il reste 200 avions de combat en France. 200 chars de combat. Pitoyable. Donc, on n'inclut pas, on ne dissuade pas, et en plus, grâce à nos amis allemands, on se met sous une dépendance totale de la Russie en matière de gaz et donc de notre économie. Et donc, les sociétés vont fermer les portes. Il va y avoir des millions de chômeurs à cause de l'augmentation du prix du gaz. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et vous me parlez d'élargissement, mais nous, le sujet aujourd'hui, c'est de finir cette guerre. Cette guerre qui a commencé précisément parce que la question de base, c'était le statut international de l'Ukraine, dans l'OTAN ou en dehors de l'OTAN. L'excellent diplomate espagnol qu'on a entendu dit « Mais nous, on n'a jamais rien demandé, c'est les pays qui nous demandent de rentrer dans l'OTAN. » Quelle blague! J'étais au sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, j'accompagnais M. Sarkozy. Quand le président Bush Junior voulait absolument faire rentrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, et là Sarkozy et Merkel lui ont dit ben, si vous faites ça, il y aura une guerre. Les Russes nous avaient dit publiquement. Pourquoi aller mettre l'OTAN et des missiles aux portes de la Russie alors que nous sommes en paix et que nous avions des dizaines de milliards d'investissements en Russie qu'on a perdus? Pourquoi? Ça sert à quoi? Mais il y avait un lobby, il fallait pousser, il fallait rentrer, il fallait élargir l'OTAN. On a élargi l'OTAN, il y a eu la guerre. Et vous me reparlez d'élargissement de l'OTAN. À la sortie de cette guerre, il y aura toujours la même question. Qu'est-ce qu'on fait du statut de l'Ukraine? Est-ce que c'est un pont entre nous et la Russie qui va continuer à habiter à côté de nous en Europe? Ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire de la Russie? Voilà les questions. Et qu'est-ce que les Américains vont faire de l'OTAN? Alors je vais vous dire, si j'étais Américain aujourd'hui, j'irais tous les jours porter une bougie à la chapelle de Mons, au quartier général de l'OTAN. Une bougie pour Vladimir Poutine. Merci Vladimir. Il y a 3 ans, Macron disait l'OTAN c'est mort. Trump disait je m'en vais. Je me souviens de sommet de l'OTAN avec Trump où les Européens étaient morts de peur à l'idée que Trump annonce le retrait de l'article 5. C'était il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Comme disent mes amis américains, perfect war, la guerre parfaite. Pas un soldat américain tué. Retour du leadership absolu de l'Amérique en Europe. 100 000 GIs en plus. Des milliards et des milliards de dollars d'armements américains qui sont déjà commandés par tous les alliés de l'OTAN. Le gaz naturel américain va remplacer le gaz russe à 4 fois le prix payé en Europe. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Formidable. Le seul problème, c'est que les cocus de l'opération, les dindons, sont en Europe. Les dindons sont en Europe. Ils sont très fiers de défendre l'Ukraine, etc. Et c'est très bien. Mais la colère dans la rue, les gens qui ne peuvent plus se chauffer, les gens qui vont voir leur entreprise fermer, les problèmes que pose l'approvisionnement en énergie, en nourriture pour le reste du monde, la déflation qui s'installe, l'augmentation des prix, 12% en moyenne en Europe, 20% dans les États baltes. C'est une situation durable. Et vous me parlez d'élargissement de l'OTAN. J'ai d'autres soucis.
Moi, c'est d'essayer de calmer le jeu, de contrôler la situation, qu'on n'aille pas vers une crise financière mondiale parce que tout le monde paye les notes d'électricité avec de l'argent emprunté que nous n'avons pas. Donc les taux d'intérêt augmentent pour essayer de contrôler l'inflation, mais ça va ajouter à la crise économique, mais elle va toucher aussi les États-Unis, mais en Europe, ça va être extrêmement lourd. Et je ne parle même pas des souffrances du peuple ukrainien qui souffre, et des souffrances du peuple russe et de ces mères dont les fils meurent. Donc l'urgence absolue, au lieu de parler d'élargissement, mon cher président, c'est de savoir comment on arrête cette folie qui aurait pu être évitée. La Russie est notre voisin, elle est notre ami, nous avons des centaines d'années d'histoire commune avec eux. Il y a ici quelqu'un dans la salle, je vais terminer sur cette citation, qui m'a dit, et qui ne vient pas de cette région, qui m'a dit « Quand les superpuissances font la guerre à côté de chez nous, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour nous. » C'est un voisin de l'Afghanistan. Moi, j'étais en charge de l'Afghanistan pendant 1 an, et j'ai vu ce que ça faisait. Attention de ne pas faire de l'Ukraine un Afghanistan à long terme pour l'Europe. Un conflit permanent qui va nourrir l'instabilité partout. Donc, nous avons un besoin absolu d'une solution politique, diplomatique. Il faut que les Américains et les Russes parlent parce que, malheureusement, plus personne en Europe n'est crédible aux yeux des Russes, et d'ailleurs crédible tout court. La solution est entre Américains et Russes, il faut que ça s'arrête et que l'on trouve les modalités d'un statut pour l'Ukraine, non pas dans l'OTAN, mais à côté, peut-être dans l'Europe, mais il faut savoir que les Européens auront à payer la reconstruction, parce que les Américains vont nous laisser naturellement la reconstruction à notre charge, il y en a pour plusieurs centaines de milliards de dollars. Voilà la situation. Et vous voulez élargir l'OTAN? Thank you very much. Merci, Monsieur Lelouch, pour cette perspective sur l'élargissement. Cela démontre que la question de l'élargissement aurait dû faire l'objet peut-être d'un débat déjà dans les années 90, qui n'a pas eu lieu, et cet élargissement... J'ajoute un mot encore. Oui. Tous mes amis américains, sérieux, de Kissinger à Matlock, à Burns, qui est aujourd'hui patron de la CIA, tous ceux qui ont travaillé sur ces questions sérieusement aux États-Unis étaient contre l'élargissement. Contre. Nous n'avons pas besoin d'une friction avec la Russie. C'était totalement inutile. Et nous avons par contre besoin de limitation des armements. Ça aussi, nous avons des faits au cours des 30 dernières années. Donc, quand on regarde dans le miroir, Poutine est fou, Poutine est un fasciste, Poutine est tout ce qu'on veut. Mais regardons les erreurs que nous avons commises aussi et qui ont produit ça. Et tant qu'on n'est pas capable de faire ça, il ne peut pas y avoir de paix. Ça s'appelle l'empathie stratégique. Si vous voulez faire la paix, mettez-vous un peu de l'autre côté pour faire une négociation. Sinon, on va continuer à dire que tout le monde est fou et tout le monde est fasciste, et les gens vont continuer à mourir et nos gens vont être dans la rue. Voilà ce qui va se passer. Je vous mets en garde contre cela. C'est peut-être l'un des soucis quand la morale supplante le réalisme dans les décisions de politique étrangère. Monsieur Balache, je vous cède la parole pour entendre votre perspective sur la question. Merci. Je crois que l'élargissement est une question stratégique, est une question importante. Je me rappelle qu'après le conflit entre la Russie et la Géorgie en 2008, l'OTAN a procédé à une série de consultations à l'initiative du secrétaire général d'alors, Anders Fogh Rasmussen, le Danois, et il a visité les capitales des pays membres. Et nous avons surtout discuté sur 3 questions stratégiques. Les nouvelles menaces, comment se préparer, comment s'écarter de la pensée de la Deuxième Guerre mondiale, de l'armement, des techniques de guerre de la Deuxième Guerre mondiale et se concentrer sur les nouvelles menaces. Deuxième question stratégique, action extraterritoriale. Donc, on est là pour défendre notre territoire, mais il y avait l'Afghanistan. Pour le moment, l'OTAN a 37 partenaires de différentes qualités. Et dans le cas de l'Afghanistan, nous avons réussi à ramasser une grande équipe de coopération. Et bien entendu, l'élargissement, les perspectives. Parce que l'élargissement de ces 2 grandes organisations
l'OTAN et l'Union européenne allaient de pair. Il s'agissait des mêmes pays avec un petit décalage de temps, dans certains cas, d'abord l'OTAN, après l'Union européenne et vice-versa. Mais il y avait une incertitude générale autour des élargissements des deux organisations. Il est bien vrai que ce sont les candidats qui se présentent, mais après, il y a deux étapes. Il y a certaines préconditions, et puis il faut une unanimité de la part des organisations, dans les deux cas. Autrement, ça ne marche pas. Il y avait une première ministre, une dame polonaise, qui disait EU enlargement 5 years from now. Toujours 5 ans d'ici. Sans délai, sans date précise. Et c'était le cas aussi pour l'OTAN. Donc je crois que l'incertitude de dire oui ou non, ou de donner un calendrier, crée l'instabilité pour les organisations et aussi pour les candidats. Personne ne pourrait dire aujourd'hui qui seront les membres de l'Union européenne en 2030 et qui seront les membres de l'OTAN en 2030. Donc, je crois qu'il faudrait être un peu plus précis dans les deux cas pour donner des perspectives. Pour le moment, nous avons d'autres problèmes. L'Ukraine est devenue un allié très spécial de l'OTAN. Ils font le test de notre armement avec leurs soldats. Ils sacrifient leur vie pour tester un conflit avec la Russie, pour tester les capacités et la force de l'armée russe. Autrement, on ne pourrait pas se faire une image sur les capacités de la Russie. C'est un test pénible et regrettable, mais c'est ce que nous avons pour le moment. Et je crois que si, dans le cas de l'Union européenne, on dit toujours que soit l'élargissement, soit l'approfondissement est à l'ordre du jour, dans le cas de l'OTAN, il y a une troisième dimension, pas seulement l'élargissement ou l'approfondissement, mais la guerre. Il faut finir d'abord la guerre, il faut créer une situation claire et sans équivoque, tirer des lignes de démarcation, prouver que l'Ukraine, suivant son souhait souverain, fait partie de l'Ouest, et après, on peut revenir sur des questions comme l'élargissement. Merci beaucoup, Monsieur Balázs. Général Gomard, à vous la parole. Merci. En fait, l'OTAN, c'est une alliance défensive, en tous les cas créée pour ça, et d'ailleurs créée à la demande des Européens après la Seconde Guerre mondiale pour faire face à la menace soviétique en réalité. Et depuis, c'est largement élargi. Mais quel est l'intérêt si ce n'est défendre des valeurs qui sont communes, une zone géographique qui est commune et des intérêts partagés? Mais ces intérêts partagés aujourd'hui sont-ils des intérêts américains partagés ou sont-ils des intérêts partagés par chacun des pays? Et c'est pour moi une vraie question. Ensuite, sur un plan militaire, puisque je suis ancien militaire, une alliance défensive, même une alliance militaire, quelque chose de compliqué. Je me souviens du mot du maréchal Foch disant « J'ai beaucoup moins d'admiration pour Napoléon depuis que j'ai commandé moi-même une coalition ». Ça veut dire quoi une coalition? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des gens, des armées capables de travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire être interopérable. Interopérable, ça veut dire que l'armement est commun, ça veut dire que les munitions sont communes, ça veut dire que les calibres sont communs, ça veut dire que les façons de travailler sur le terrain sont communes, c'est-à-dire qu'il y a des structures de commandement et de liaison qui sont communes. C'est extrêmement compliqué. Plus on élargit, plus ça devient compliqué. Plus on élargit, plus ça devient impossible de coordonner l'ensemble des acteurs sur le terrain. Donc, un élargissement, oui, s'il s'agit simplement pour les pays de vouloir se mettre sous le parapluie américain, parce que dans beaucoup de cas, c'est cela, en fait, la volonté, c'est, de mon point de vue, insuffisant. C'est-à-dire, et l'Europe, beaucoup de pays européens ont effectivement baissé leur budget de la défense, la France y compris, en se disant, de toute façon, il y aura derrière, il y aura le parapluie américain. Et on a bien vu ce retrait du temps de la présidence de Donald Trump, avec des Américains qui se disaient on se retire,
les Européens, vous êtes entre vous, défendez-vous, mettez plus de 2% dans l'OTAN de votre PIB. Et finalement, eh bien, est arrivée la présidence de Joe Biden, et finalement, les Ukrainiens, en effet, les Russes ont fait, et en particulier Vladimir Poutine, ont fait un cadeau énorme à l'OTAN, puisque d'un seul coup, l'OTAN qui était se désengager, s'est à nouveau renforcée. J'ai participé à une conférence avec on était 4 anciens officiers généraux. Il y avait un Allemand, un Britannique et un Américain, sur le thème « Quid de l'avenir de l'OTAN ». Et lorsque je suis intervenu, j'avais fait la remarque suivante: est-ce que finalement l'OTAN a besoin d'un adversaire pour exister? Est-ce qu'on a besoin d'un ennemi? Quel est cet ennemi? À l'époque, la Russie n'avait pas encore envahi l'Ukraine. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un ennemi russe? Je n'en suis pas du tout convaincu. Est-ce que l'ennemi est chinois? Est-ce que pour les Européens, l'ennemi n'est pas chinois? La Chine est un pays commerçant qui fait de l'économie et qui cherche effectivement à noyer nos marchés. Je lui dis, en revanche, par exemple, les États-Unis pour la France sont un adversaire économique. Là, l'Américain me dit, Christophe, tu ne peux pas dire ça, nous sommes un compétiteur économique. Nous ne sommes pas un adversaire. Donc, voilà, c'est quoi l'OTAN exactement? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette OTAN avant de l'élargir? Qu'est-ce que c'est que l'OTAN demain? Est-ce que ça n'est qu'une alliance défensive? Est-ce que c'est une alliance qui va aller au-delà? Lorsque l'OTAN intervient en Afghanistan, est-ce que c'est dans le cadre d'une défense de notre zone géographique commune ou est-ce que c'est autre chose? En fait, c'est ça. Avant d'élargir, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend de l'OTAN, finalement? C'est ça la question. Merci beaucoup. Ça fait partie probablement des questions qui animent de façon existentielle l'organisation. Mais peut-être avant de revenir sur cette question, vous avez évoqué la piste, et je vais rebondir là-dessus, concernant la région Indo-Pacifique. On sait que du côté de Washington, depuis quelques années maintenant, et symbolisé par la volonté de pivot de la stratégie Obama, on veut concentrer, réorienter notre attention de plus en plus vers la région Indo-Pacifique, où la Chine apparaît aux yeux de Washington comme l'adversaire à endiguer. Dans cette perspective-là, on a l'impression que les Américains, soient-ils républicains ou démocrates, aimeraient peut-être que l'OTAN soit un partenaire dans cette volonté ou dans cette idée de stabiliser, de contrôler la région Indo-Pacifique et donc élargir significativement son théâtre d'opération. Et je reviens à vous, Monsieur Yassar. Pensez-vous qu'une telle perspective est aujourd'hui souhaitable ou envisagez-vous qu'elle crée encore une fois au sein de l'OTAN des clivages très très forts au même titre qu'a pu le faire la question de l'élargissement ou du rôle par exemple en Afghanistan? Merci beaucoup. Je crois que penser que l'OTAN s'élargisse vers l'Asie du Sud, ça dépasse les principes d'origine de l'OTAN. Si l'OTAN s'élargit vers là-bas, ce ne sera plus l'OTAN. Ce sera, de nouveau, comme je disais tout à l'heure, d'assumer les responsabilités de gendarmes du monde. Alors, ce n'est plus l'OTAN, c'est autre chose. Mais les pays de la région ont le moyen de s'allier entre eux pour contrecarrer ou bien pour contrarier la menace de la Chine. Ils peuvent le faire, eux. On n'a pas besoin de l'OTAN pour cela. Peut-être les Américains seront là, mais la partie européenne de la communauté euro-atlantique n'a pas besoin de s'ingérer, de mettre son nez dans cette affaire-là. Il vaudra mieux le laisser à ces groupes de pays et eux, ils auront des problèmes spécifiques pour contrecarrer et pour contrarier, mais si on les implique, on implique les pays de l'Europe, les membres européens de l'OTAN, on implique dans cette affaire,
je pense que nous parlerons d'un autre monde ou bien d'une autre structure de la défense pour le monde. Donc on n'a pas besoin d'aller au-delà de cela. D'ailleurs, il y avait la question de s'élargir le temps, pas au sud-asiatique, mais au Moyen-Orient. C'est plus important pour les pays européens de l'OTAN de s'intéresser au sujet de la défense du Moyen-Orient. Mais ça ne se trouve pas dans la question que vous avez posée. Alors, je vais me contenter de parler de sud-asiatique et dire que s'étendre là-bas, avec l'implication des pays européens, ça ne servira à rien. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Svoboda. It's a very important question, but when I'm thinking about your question, I'm still going back to the history because the very substance for the creation of NATO was the conflict between the Soviet Union and the United States. And it was a very strong interest of the European countries to be defended by the United States, because the army of the United States was the force, very respectable even for the Russian, Soviet Empire. So, in my view, if there's a question of some other regions, I think that there will be a lack of interest coming from Europe to participate. Because, you know, even legally, not only politically, legally, if there's an attack, we need an absolute consensus that the attack is the attack according to the Article 5. It's a political decision. And after that, it is up to individual NATO member states to decide to what extent and how they are ready to participate in the common defense. So, in my view, the conflict which is now going on in Ukraine is still mentally going back to the black-white division between the East and West. But I'm sharing a lot of skepticism concerning the enlargement, but that's still mentally the conflict between the United States and Europe and former Soviet Union, today Russia. So we will see what will be the future, but I am skeptical vis-à-vis the other types of conflicts, and but on the same time, I do believe that we need to rethink the concept, because, as I said, there are many other conflicts and threats coming from Asia, from Africa, and they are very dangerous even for Europe. But mentally, so the problem is so deeply rooted in the very beginning of the NATO. So we will see, but it is the challenge for Europe to be more independent, because we are not sharing all the interests with the United States, global interests in the Pacific, or I don't know, conflict with China, some other countries. The question is to what extent it is also the interest of Europe. So, in my view, the very last point, which is very important to say, why today NATO is playing special game, is because of disaster in Afghanistan. $2 trillion were invested in Afghanistan. And after 20 years of NATO presence, Afghanistan is a very poor country. Where are the railways? Where are the hospitals? Where are the, I don't know, the cities? And so
it was a huge corruption. It was a huge war industry, and a lot of people, so they were happy because they gain money from this conflict. So that's why I'm going back that NATO is traditionally a concept for East-West conflict. But we are in the new time for new types of conflicts, not East-West. Merci beaucoup, Monsieur Svoboda. Monsieur Kovacs, est-ce que les pays européens peuvent dire non à Washington lorsque les Américains exercent une pression pour élargir peut-être les zones d'attention de l'OTAN? Merci. Je pense qu'il faut d'abord que nous, on se rende compte, c'est quoi les États-Unis? Les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis n'ont pas besoin de l'OTAN pour l'Indo-Pacifique. C'est ridicule. Leur vrai concurrent, c'est la Chine. Ils peuvent, avec leur marine, fermer le détroit de Malacca, et les Chinois ont un problème en ce qui concerne l'approvisionnement en pétrole. Hein? C'est ça. Les Américains, ils ont leur Central Command pour l'Asie. Ils ont en Allemagne AFRICOM pour l'Afrique. Hein? Tous les pays d'Afrique contrôlés depuis Stuttgart, sauf l'Égypte. Ça, il faut comprendre. Ils ont 6 commandes centrales, 6 commandes opérationnelles. Le général le sait très bien. Ben, ça, il faut comprendre. Ils ont 30 000 soldats en Allemagne. Ils ont plus que 100 bases, 150 bases militaires à travers le monde. Ben, ça, il faut comprendre. Ils n'ont pas besoin de l'Europe pour combattre les Chinois dans cette partie du monde. Ils ont fait l'opération contre l'Afghanistan avec l'Europe. Ah non, avec les Britanniques, oui. C'est une opération américano-britannique. L'opération en Irak, c'était quoi? Ben, ils m'ont dit, les Américains, ben, on n'a pas besoin de vous, on fait ça nous-mêmes. Une opération américaine en Irak. Ils ont pu conquérir l'Irak rapidement. La seule armée au monde qui puisse se déplacer rapidement, partout dans le monde, c'est l'armée américaine. United States Army. La marine américaine contrôle le monde. Les mers, ben, ça il faut comprendre. Donc il faut être réaliste. Il ne faut pas maintenant se dire, nous sommes très forts. Nous ne sommes pas unis en Europe. Il y a 70 ans, on aurait pu, sous l'impulsion des Américains, créer une communauté de défense en Europe. On n'a pas fait ça. On était trop cons pour le dire ouvertement. Aujourd'hui, on veut le faire. Aujourd'hui, les Américains s'en comptent. Les Britanniques s'en comptent. Mais on devrait s'émanciper. On devrait, nous d'abord, se mettre d'accord en Europe, se dire, on veut être émancipés. C'est nous qui allons travailler avec les Américains, par exemple en Afrique, être ensemble en Asie, mais on va se partager les tâches. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Nous sommes masochistes. C'est ce qu'on fait maintenant par rapport à l'Ukraine, c'est masochiste. C'est un conflit en Europe. Normalement, c'est nous qui devrions assurer la stabilité sur les continents. Ben, ce n'est pas nous, c'est les Américains. Nous sommes unis, entre guillemets, sous l'impulsion des Américains. Et M. Lelouch a raison, nous allons payer la facture pour la reconstruction. Ça, c'est clair. Au lieu de dire, d'accord, très bien, on va travailler ensemble, mais nous aussi, on a un mot à dire. On propose d'autres solutions. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est complètement irréaliste. On n'est pas en mesure d'assurer la stabilité dans les Balkans sans les États-Unis. Le haut représentant, l'Allemand, M. Schmidt, il a maintenant pris une décision concernant la loi électorale avec l'aide des Américains et des Britanniques. Nous, les Européens, on était divisés. Mais c'est ridicule, c'est en Europe. C'est les États-Unis qui font ça. Ce n'est pas quelque chose de très connu ici, en Afrique, même en Europe, on n'en parle pas. Mais c'est les États-Unis qui l'ont aidé à prendre cette décision pour la Bosnie-Herzégovine. On parle de l'Europe. Donc, en Indo-Pacifique, les Américains n'ont pas besoin de nous, et en plus, on a des intérêts qui divergent de leurs intérêts. Les Allemands, M. Scholz s'est rendu à Pékin. Il faut voir M. Xi Jinping. Il y a une belle photo aujourd'hui dans la presse allemande avec monsieur. Tout va bien, le business. La Chine est le premier partenaire de l'Allemagne.
260 milliards d'euros de volume commercial voilà, entre l'Allemagne et la Chine. Les Français ont d'autres intérêts quand il s'agit de la Chine que les Allemands. Donc, il faut d'abord que nous, en Europe, qu'on se mette d'accord sur ce que nous, on veut faire ensemble. Est-ce qu'on est prêt à devenir mature sur le plan stratégique? Est-ce qu'on veut se réapproprier, c'était le cas jusqu'à la Première Guerre mondiale, hein, une pensée stratégique? Donc, là, l'Europe, aux Européens, donc il faut une sorte de moindre doctrine positive pour l'Europe. D'abord, il faut d'abord faire ça, et ensuite, on peut parler d'une Europe unie, élargie, forte, qui joue un rôle important dans la politique globale et mondiale. Merci. Merci à vous, Monsieur Kovács. Monsieur Lellouche, pensez-vous que si Washington exerçait une pression peut-être indue à l'endroit des partenaires européens au sein de l'OTAN pour les forcer à jouer les supplétifs dans leur stratégie en Indo-Pacifique, est-ce que cela pourrait mener à la dissolution ou à l'implosion de l'OTAN, vu les divergences d'intérêts que rappelait notamment M. Kovács? Ils ne feront pas ça. Ils ne feront pas ça parce qu'ils n'ont pas besoin de l'Europe en Asie. Ils ont besoin que l'Europe les suive sur une politique commerciale à l'égard de la Chine. Mais sur le plan militaire en Asie, ils n'ont absolument pas besoin des Européens. Et d'ailleurs, quand ils existent, c'est-à-dire la France, on est poussé dehors. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2021 avec l'affaire des sous-marins australiens? Ils ont cassé le contrat. La marine australienne était complètement infiltrée par des dizaines d'amiraux américains depuis plusieurs années. Il y en avait même un d'ailleurs qui était secrétaire d'État à la Défense australien. Un Américain, amiral. Donc ils ont acheté des sous-marins américains qui n'existent pas parce qu'ils n'ont pas la place pour les construire. Enfin, peu importe, ils ont viré les Français, alors même que les Français sont les seuls à avoir une implantation territoriale dans la zone avec la Nouvelle-Calédonie et le Pacifique. Donc les Américains ne veulent pas voir d'Européens dans la zone. Au maximum, quelques Anglais. C'est pour ça qu'ils ont inventé l'AUKUS, c'est-à-dire en fait une alliance avec l'Australie, la Corée du Sud, si possible le Japon, et quelques bateaux anglais le jour où il y aura des bateaux anglais. Mais c'est tout. Le sujet entre l'Europe et les États-Unis s'agissant de l'Asie, c'est la politique commerciale et industrielle vis-à-vis de la Chine. Et ce qui les embête vraiment, c'est le voyage de Scholz, par exemple. Et les conséquences, si l'industrie allemande continue à investir des dizaines de milliards d'euros en Chine, et si elle contribue au développement de la technologie chinoise. Le vrai sujet pour les Américains, ce n'est pas du tout l'OTAN, ce n'est même pas l'Ukraine. L'Ukraine, c'est qu'une étape. Ils veulent régler son compte à la Russie, les saigner, faire en sorte que l'armée russe ne puisse plus recommencer, soit plus un problème. Parce que leur problème, c'est la Chine. C'est là qu'ils ont mis l'essentiel de leurs efforts. Ils viennent de mettre 500 milliards de dollars sur la table pour unir les producteurs de microprocesseurs en Corée du Sud, à Taïwan, au Japon et bien sûr aux États-Unis. Rapatrier cette compétence aux États-Unis, bloquer la Chine. Ce qu'ils veulent, c'est un découplage technologique et économique avec la Chine. C'est ça le sujet. Le reste ne compte pas. Deuxième réflexion, est-ce que c'est une stratégie intelligente quand on essaye, quand on se bat aussi directement contre la Russie, mais par Ukrainiens interposés? Kissinger, mon vieux maître, aurait dit que la meilleure stratégie pour l'Occident, c'est toujours de séparer la Russie et la Chine. Si vous jetez les Russes dans les bras des Chinois, vous créez un mastodonte géopolitique sur le continent eurasiatique qui va marginaliser les Européens. C'est une très mauvaise idée. Enfin, sur ce que disait M. Svoboda, il a parfaitement raison. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an comme responsable d'Afghanistan. J'ai vu l'OTAN en Afghanistan. J'ai vu l'argent s'évaporer dans les consultants. J'ai vu l'argent jamais arriver dans les villages afghans. Jamais. Les gens étaient dans la plus grande misère. C'est ça le terreau des talibans.
c'est que nous avons magnifiquement foiré pendant 20 ans. Foiré, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas changer les régimes et qu'il ne faut pas changer les régimes. Chaque fois que M. Kovacs décrit avec enthousiasme la puissance militaire américaine, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? En Irak, qui est-ce qui gagne? L'Iran. En Libye, qui est-ce qui gagne? Un peu la Turquie? Les terroristes? Qui gagne? Personne. Zéro. Donnez-moi un exemple d'intervention militaire en Afghanistan, n'en parlons pas. Donnez-moi un exemple d'utilisation de la force militaire américaine ou même française ces dernières années pour soi-disant installer la démocratie qui ait donné un résultat convenable. Zéro. Zéro. Alors, en effet, M. Kovacs, je suis content que vous soyez un peu gaulliste. Faisons plutôt en sorte que les Européens s'unissent entre eux et décident quelle est la bonne politique vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Turquie, qui est notre voisin. On n'a pas de politique commune vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis de la Chine. Quels sont les choix économiques? Comment est-ce qu'on évite aux Américains d'imposer leurs sanctions et leurs lois territoriales dans nos économies? Je rappelle que, à cause des sanctions extraterritoriales, l'économie française a versé 23 milliards de pénalités au Trésor américain pour des sanctions décidées par le juge à New York. J'ai un tout petit peu travaillé sur ces questions à l'Assemblée, donc il y en a un petit peu marre, vous ne trouvez pas? Là, les Américains ont obtenu, par exemple, sous la pression, soi-disant, de la lutte contre la corruption, le bradage d'une entreprise stratégique qui s'appelait Alstom, une clé de notre politique énergétique, qu'on a donnée aux Américains, avec les turbines de nos centrales nucléaires, sous M. Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie, et aujourd'hui Macron président, il rachète les turbines 4 fois le prix à General Electric. Bravo. Je dis bravo. Ça, c'est une politique économique et industrielle intelligente. Alors, c'est ça le sujet. C'est pas la peine de dire que les Américains sont puissants. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font de leur puissance? Franchement, je ne suis pas convaincu. J'aimerais qu'on soit capable en Europe, en effet, avec des moyens peut-être plus modestes, d'être un peu plus intelligent. Après tout, dans l'histoire, l'Europe a été intelligente. On n'est pas condamné à être les supplétifs des Américains jusqu'à aujourd'hui et demain des Chinois. Donc c'est ça le réveil qu'il faut en Europe, avec nos partenaires qui se débrouillent très bien. Moi, je vois un pays comme le Maroc, je dis bravo, il y a des gens qui ont compris, qui se développent. Au moins, ils ont des projets. Ces projets, on ne les a plus en Europe. Donc, question, est-ce que l'OTAN va aller en Asie-Pacifique? Jamais, mais jamais. Par contre, est-ce qu'il va y avoir des tensions entre les Européens et les Américains sur la Chine? Sûrement. Est-ce que nous allons être capables de défendre nos intérêts? Je ne sais pas. Parce que si les Américains commencent à mettre des sanctions extraterritoriales, et c'est ce qu'ils font, toute l'industrie électronique européenne va être mise sous sanction si jamais on travaille avec la Chine. C'est déjà dans les tuyaux au Congrès. C'est ça la vraie bataille. Et ça, c'est entre alliés, n'est-ce pas? Entre les meilleurs alliés du monde. Merci, Monsieur Lellouche. Monsieur Balache, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Lellouche, pensez-vous que les Européens puissent être assez intelligents pour avoir des positions communes, des politiques communes qui défendent leurs intérêts et les faire valoir auprès de Washington, notamment dans la région Indo-Pacifique? Au fond, j'en suis optimiste, parce qu'on voit qu'après un gel, après l'inefficacité, il y a une pression de la situation, il y a une crise, il y a une guerre, et on commence à agir. Vous avez mentionné que le président Macron était très pessimiste en ce qui concerne l'état de l'OTAN avant le conflit actuel. Et maintenant, on voit le renforcement de l'OTAN. Ici, nous avons de nouvelles menaces. Votre question se portait originellement sur la région Indo-Pacifique. Alors, si on parle de cette région, on parle de la Chine surtout. N'oublions pas, bien entendu, le Japon, les Indes, le Pakistan, l'Australie, mais il s'agit surtout de la Chine. Et si on parle de la Chine, on se rend compte que le mastodonte qu'on a mentionné, donc l'alliance entre la Chine et la Russie, se fait
chaque semaine au sein du Conseil de sécurité de l'OTAN, quand ils votent ensemble, ou quand ils bloquent les actions des 3 membres éminents de l'OTAN, États-Unis, Royaume-Uni, France, qui sont paralysés parfois par la résistance du bloc russo-chinois. Une autre dimension que quand nous parlons de l'avenir de l'Ukraine, on crée un précédent aussi pour le Taïwan. Donc, si on laisse l'Ukraine perdre, ça peut encourager certaines ambitions chinoises concernant le Taïwan. Et troisièmement, l'Europe est très éloignée de cette région, mais on voit bien l'expansion économique de la Chine en Europe, l'acquisition des ports maritimes, des sociétés à haute technologie, la construction de chemins de fer et de voies maritimes vers l'Europe. Donc notre question, ce n'est pas un conflit militaire, mais c'est la dépendance économique de la Chine. On voit cette initiative 1+16 pour le moment quand la Chine convoque des membres de l'Union européenne et des candidats de l'Union européenne qui vont là volontiers, pratiquement sans l'assistance et sans l'approbation de l'Union européenne, qui est pour moi impensable, qui serait impensable si on parle jamais d'une politique commune extérieure et de défense. Donc, il faut être vigilant, il faut bien ouvrir les yeux parce qu'il s'agit de beaucoup plus que l'Europe. Et dans ce monde, l'Europe est condamnée à l'unité. Et je suis plutôt optimiste que peut-être sous la pression de cette guerre dans la proximité directe de l'Europe, dans le voisinage direct de l'Europe, on va agir d'une façon beaucoup plus efficace qu'avant. Merci beaucoup. Monsieur Gomard, peut-être pour une dernière intervention avant que nous ouvrons les questions à l'audience. Monsieur Balache évoquait notamment à l'instant la question des enseignements que l'on peut tirer de la situation en Ukraine dans la perspective d'un éventuel conflit à Taïwan. Et dans cette perspective-là, est-ce que vous imaginez que Washington pourrait considérer l'OTAN, et j'en reviens à l'OTAN évidemment, comme une force supplétive pour aider matériellement, même si on a vu, et ça a été dit, que Washington aime faire militairement les choses toute seule quand elle pense que ça compte parce qu'elle en a la puissance. Mais est-ce qu'il y a cette considération-là, à votre avis, qui peut jouer notamment dans la tête des décideurs américains? Vous savez pourquoi la France intervient en Afghanistan en 2003 ? Les États-Unis, en fait, et ça a été souligné, y allaient tout seuls. Je rappelle simplement les budgets de la défense pour avoir des chiffres en tête. Le budget de la défense américain, c'est environ 700 milliards de dollars. Le budget chinois, c'est 270 milliards de dollars. Le budget russe, c'est 70 milliards de dollars, 10 fois moins que le budget américain. Le budget français, c'est entre 30 et 40 milliards de dollars. Donc vous voyez bien la différence. Effectivement, je reviens à ce qui a déjà été dit, c'est que les Américains n'ont pas besoin des Européens, même si, en fait, ils ont besoin de cette alliance pour aller faire la guerre. Et la guerre en Afghanistan, et j'ai participé, j'ai combattu en Afghanistan. Et pourquoi la France y est allée? Parce que c'était pour, j'allais dire, se racheter du fait que la France ne soit pas intervenue dans la seconde guerre du Golfe en Irak en 2003, suite au discours de Dominique de Villepin à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans laquelle la France avait dit « Mais non, vous nous racontez des choses fausses, la France n'ira pas ». Et nous sommes allés en Afghanistan pour dire aux Américains qui faisaient un vrai French bashing, eh bien, si, on va y aller. Et donc, on a envoyé des forces spéciales, dont j'étais, pour aller combattre aux côtés des Américains. Est-ce qu'on irait combattre pour Taïwan? Je ne suis pas convaincu du tout. Est-ce que les Chinois attaqueront Taïwan demain? Je ne pense pas tout de suite. Est-ce que, c'est comme la question, est-ce qu'on irait mourir pour Danzig à l'époque? C'était la question. Je n'en suis pas convaincu. Est-ce que les Américains ont besoin de nous? Ils ont besoin d'habiller
En tous les cas, effectivement, pour défendre la liberté du peuple taïwanais ou de Taïwan en lui-même. Dans la zone, il y a les Australiens. Les Australiens, en effet, et Pierre Lelouch en a parlé tout à l'heure, de cet accord qui a été cassé par les Américains. Les Australiens, et mon homologue australien, lorsque j'étais directeur du renseignement militaire français, est venu me voir à plusieurs reprises à Paris. En fait, ils cherchaient tous à savoir, à travers leurs différents capteurs, si la France allait les aider. Parce qu'en fait, ils voulaient créer une alliance face effectivement à la puissance de la Chine. Et on voit bien ce que fait la Chine en mer de Chine du Sud, justement. Petit à petit, ils ont poldérisé des espèces de récifs sur lesquels ils ont monté des vrais aéroports pour coloniser effectivement toute cette mer de Chine du Sud. Donc oui, politiquement et militairement, la Chine s'est renforcée militairement. La Chine était incapable de faire une navigation autour du monde avec ses propres bâtiments de la marine chinoise jusqu'à il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils ont 4 porte-avions, ils sont en train d'en construire quelques autres pour arriver au moins à 10 porte-avions, à l'instar des porte-avions américains. Ils ont une capacité de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, à l'instar de ce que la France a, ce que les Américains ont également. Ils ont une vraie capacité. Je ne suis pas convaincu du tout que l'armée chinoise soit au même niveau standard que les armées de l'OTAN, en termes de capacité de commandement, en termes de, de capacité à décider seul sur le terrain, en tous les cas avec une certaine souplesse dans le commandement. Donc, est-ce que les Américains n'auraient pas besoin de nous? Mais est-ce qu'ils, d'abord, ils iraient? Ce qui est certain, c'est que Joe Biden s'est beaucoup plus engagé qu'il ne l'a fait pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, il n'a dit pas un seul soldat américain n'ira sur le sol ukrainien. Il n'a pas dit exactement la même chose pour Taïwan, parce qu'il se rend bien compte que les Chinois sont prêts à y aller. Les Chinois, pour l'instant, se renforcent militairement. Ils ont construit à Djibouti, par exemple, qui était un port, qui était soutenu par la France. La voie de chemin de fer qui relie aujourd'hui l'Éthiopie à Djibouti, elle a été construite au XIXe siècle par les Français. Aujourd'hui, elle a été construite par les Chinois. Et pourquoi les Chinois ont besoin de... C'est pour leur voie commerciale. Donc, petit à petit, ils créent également des ports pour permettre leur commerce mondial. Donc, la vraie question que j'ai, et je ne vais pas donner de réponse à votre question, et j'en suis confus, je ne suis pas certain que l'Europe, que l'OTAN irait. Je rappelle que l'OTAN est quand même une alliance défensive, et n'est pas une alliance offensive. Maintenant que les Américains veuillent s'en servir pour leurs propres intérêts, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'intérêts partagés américains, c'est un peu ça quand même l'OTAN, ou ça devient ça, il ne faudrait pas que ça le devienne. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous aurez constaté que discuter de l'OTAN ne nous met pas en état de mort cérébrale. Ça anime pas mal la discussion. Il nous reste un gros quart d'heure. Je vais maintenant ouvrir donc les questions à l'assistance. Je vous prie de vous manifester en levant la main. Un micro vous sera amené. Vous pourrez donc poser votre question en vous présentant et en formulant la question de la façon la plus concise et la plus claire possible pour que nous ayons l'occasion d'en prendre le plus possible. Madame ici au premier rang et ensuite monsieur juste ici au premier rang. Bonjour à tous. Premièrement, je m'appelle Oumaima, étudiante de 2e année dans la faculté économie ici à Tanger. Ma question, on a vu que la guerre il a fait beaucoup de problèmes dans l'économie, l'augmentation des prix et des problèmes sociaux et même des problèmes politiques. Est-ce qu'il y a des solutions ou bien des plans pour avoir finalement une solution comme ça? Parce que tout le monde il a touché de cette guerre. Merci beaucoup. Qui veut se lancer pour répondre en premier à cette question? Monsieur Lelouch. C'est la question de fond. La difficulté, je crois que c'est notre président de séance qui a dit tout à l'heure qu'il y avait une tension dans cette affaire, que moi je discute depuis des mois, entre la morale et la réalité, et la réalité des rapports de force. Aujourd'hui, la guerre elle a été préemptée par l'idéologie. Elle a été présentée comme civilisationnelle. On nous a expliqué que ce qui était en jeu, c'était la démocratie, le droit international et au-delà même
la défense de nos propres de notre pays, et que donc il fallait aboutir à une victoire militaire totale sur la Russie. Certains, dans les États baltes, en Pologne et bien sûr en Ukraine, vont plus loin et disent que, à mesure que la guerre évolue et que les armes américaines arrivent et que les succès sont au rendez-vous sur le terrain, les buts de guerre changent du côté ukrainien. Et on a aujourd'hui des gens qui vous disent, Zelensky, qui lui était prêt à se contenter d'un statut de neutralité au mois d'avril, aujourd'hui il dit que plus jamais il y aura de négociation avec Poutine, par exemple. Il a même passé un décret pour dire qu'il n'y aura pas de négociation tant que Poutine sera au pouvoir. Vous avez des gens en Pologne, dans les États baltes, en Ukraine, qui vous disent que le but de la guerre doit être la défaite militaire de l'armée russe, parce que la défaite militaire de l'armée russe entraînera un coup d'État à Moscou et donc le renversement de Poutine. Donc l'objectif de guerre, c'est un changement de régime à Moscou, sans qu'on ait d'ailleurs la moindre garantie de savoir qui succéderait à Poutine. Je vous explique ça parce que c'est ça le climat, un climat très passionnel, très émotionnel. On peut le comprendre, il y a beaucoup de destruction, beaucoup de morts, beaucoup d'horreur. Et à mesure que l'Amérique envoie des armes et que ces armes sont extrêmement efficaces contre une armée russe qui est aujourd'hui en infériorité sur le terrain, alors les buts de guerre augmentent. Et il y a de moins en moins de place pour la négociation. Chacun attend que l'autre s'effondre. Zelensky et probablement le Pentagone aussi attendent que l'armée russe s'effondre à Kherson et que la poussée continue derrière. Et Poutine, lui, son seul espoir aujourd'hui, c'est que la situation économique et politique en Europe soit telle que quelqu'un dise à Zelensky d'arrêter. C'est ça la situation où nous sommes. Des voix comme les miennes qui disent qu'il faut absolument aller chercher les voies d'un compromis sont ultra minoritaires aux États-Unis et en Europe. Pourtant, il est absolument indispensable que les gens se parlent. Pendant la crise des fusées de Cuba, on a beaucoup comparé ce qui se passe à Cuba, il y avait des négociations secrètes entre les Américains et les Russes. On a appris après que le frère du président Kennedy négociait avec les Russes le retrait de missiles américains qui étaient basés en Turquie à l'époque. C'est comme ça que la crise a été résolue. Il y a eu une négociation, même secrète. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils ne se parlent pas. Vous avez une guerre non déclarée, je pèse les mots, hein. C'est une guerre non déclarée entre l'Amérique et la Russie, par procuration, proxy. Ce sont les Ukrainiens qui tiennent les armes, mais les armes viennent des États-Unis et le but, c'est de saigner l'armée russe et peut-être de changer le régime. Et là-dedans, personne ne se parle. Ma crainte, en tant qu'Européen, c'est que dans ce jeu-là, c'est l'Europe qui paye la note à la sortie. Donc, de mon point de vue, aussi bien pour des raisons économiques, sociales, que pour des raisons de sécurité, pour stopper les risques d'escalade, il est impératif que les gens se parlent et que quelqu'un prenne l'initiative d'une solution. Alors les solutions, elles sont possibles, bien sûr. Mais Kissinger les a proposées il y a longtemps. Il a été honni, vomi, insulté. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la Crimée, qui est russe, doit rester russe. Historiquement, elle n'a jamais été ukrainienne. Elle a été donnée à un moment par Khrouchtchev pendant la guerre froide à la République d'Ukraine, à l'intérieur de l'Union soviétique. Mais la Crimée, historiquement, c'est turc, puis russe, depuis Catherine II. Il n'y a jamais eu d'Ukrainiens. Il y avait des Italiens, il y avait des Grecs, il y avait qui on veut, mais pas d'Ukrainiens. La Crimée, elle est... Et en plus, c'est une base stratégique de la marine russe sur toute la mer Noire. Difficile d'imaginer que la Russie puisse laisser passer la Crimée. En revanche, le Donbass, c'est autre chose. Là aussi, ça a été un peuplement russe. Avec la guerre, les choses ont changé. Ce qu'il faut, c'est trouver un accord sur le statut de ces pays à l'intérieur de l'Ukraine. Retrait des forces russes, élection sous contrôle international,
maintien de la Crimée. Voilà les termes de l'équation. Et puis un accord sur les réparations, qui paye quoi, et comment on fait ça. Et s'il y a des criminels de guerre, comment on gère les criminels de guerre. Toutes choses que la communauté internationale sait faire et qui pourraient être faites. Mais il faut que des gens s'en occupent. Or, pour l'instant, on ne parle que d'augmentation d'armes. Hier encore, 400 millions de plus, des fusées en plus. Très bien. Mais à ce rythme, on n'en sortira pas. Donc, un peu de sagesse serait utile, en plus de la vaillance du peuple ukrainien. Je crois qu'il faut arrêter les frais avant qu'il soit trop tard. Est-ce que quelqu'un veut ajouter? Monsieur Kovač, Monsieur Svoboda, allez-y. Moi, je suis moins optimiste ou plutôt pessimiste quand il s'agit de voir la possibilité que la guerre pourrait se terminer rapidement. Les Ukrainiens sont très motivés. Ils veulent combattre. Ils veulent assurer la souveraineté sur l'intégrité de leur territoire. Et ils vont continuer à se battre avec l'aide des États-Unis qui, c'est vrai, veulent affaiblir la Russie. C'est quoi l'idée? Affaiblir la Russie et la contraindre à coopérer avec l'Europe, mais sous des conditions dictées par les Américains. C'est ça l'idée. Et donc, en quelque sorte, Poutine est consciemment tombé dans le piège américain. Ça, il faut le dire. En fait, les spécialistes, les gens qui connaissent très bien le fonctionnement de la politique en Russie et aussi de la politique aux États-Unis, comme la petite fille de Khrouchtchev, pour elle, c'est clair, Nikita, donc, il est tombé dans le piège des Américains. Et maintenant, les Ukrainiens se battent pour eux-mêmes, mais aussi pour le compte des Américains. Ça, c'est vrai. Donc, la guerre va continuer. Les États-Unis se trouvent dans une situation confortable. Ils sont exportateurs de gaz et de pétrole. Donc, tout a changé il y a 10 ans, 12 ans, quand les Américains sont devenus exportateurs de gaz et de pétrole de schiste. Ça, il faut comprendre. Avant, ils étaient aussi dépendants du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ils sont plus dépendants du Moyen-Orient pour le pétrole et pour le gaz. Mais ce qu'ils veulent, c'est contrôler les flux du pétrole et du gaz. Là, ils ont des problèmes avec l'Arabie Saoudite, avec l'OPEP+, c'est vrai, mais les Américains, aujourd'hui, ils ont su contraindre l'Europe à prendre le gaz des États-Unis. Les Américains ont du charbon pour encore 300 ans. L'électricité en Amérique vient principalement du charbon. Il faut comprendre tout ça. Les Américains, pour eux, le problème principal est la Chine et la technologie en Chine. Ils ont compris qu'il y a dans quelques secteurs de la technologie, les Chinois ont dépassé les États-Unis. L'énergie verte, là, les Chinois sont plus forts que les États-Unis. Et c'est pourquoi ils sont un partenaire naturel pour les Européens, pour les Français, pour les Allemands. Donc ça, il faut comprendre. Donc, les Américains n'ont aucun intérêt à ce que la guerre cesse. Les Américains ont l'intérêt principal que la Russie soit affaiblie et elle a comme partenaire l'Amérique, l'Europe, qui accepte cette façon de réfléchir et parce que l'Europe, voilà, de ne pas réfléchir, donc l'Europe a perdu la pensée stratégique autonome. On a peur en Europe de se réapproprier la pensée stratégique autonome. C'est comme si vous décidiez ou si vous réfléchissiez à étudier par exemple la médecine et moi je disais à M. Svoboda, vous savez, Monsieur le ministre, mais j'ai peur que j'aille échouer. Je suis trop con pour ça. Hein. Donc j'aimerais étudier la médecine, mais je vais le faire si vous m'aidez. Si vous m'aidez, donc si vous étudiez un peu pour moi. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Donc nous, il faut se réapproprier la pensée stratégique
autonome. Et dans ce cas-là, on pourrait aider à ce que la guerre cesse, à ce que la guerre termine. Merci. Merci, M. Kovács. Peut-être un autre mot de M. A very short comment, because you are right. The problem is that this is a question of courage. Sometimes you must be more courageous for starting the negotiations, for seeking peace. Sometimes it's more complicated than to continue in attacking your enemy. So this is the problem of the Czech or the European leadership. This is the responsibility of the European leaders to be more independent and to make some pressure for starting the negotiations. Of course, the war of Russia is an aggressive war against sovereign state, of course. It is aggression, and we have to support Ukraine. But at the same time, we are still must be courageous to open real and effective diplomatic negotiations because we have to stop the war. I was in Jerusalem 2 weeks ago. A taxi driver, he told me, please stop your European war. They said, your European war, but we have many other problems in Africa, in Asia, everywhere. And you are so self-concentrated, saying that your conflict is the most relevant conflict in the world. It is not the case. Merci beaucoup. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais prendre une dernière question. Monsieur avait le micro. Donc, je vais vous demander une question courte et, chers panélistes, des réponses très courtes. Il nous faut finir absolument dans 3 minutes. Donc, monsieur, allez-y, je vous avais donné signe. OK. Moi, je m'appelle monsieur Pokam Romuald, étudiant à l'École des nouvelles sciences et d'ingénierie de Tanger, en 5e année, option management. Ma question ici est celle de savoir, face à la nécessité d'une union forte en Europe, que vous avez si bien souligné, ne pensez-vous pas déjà, au regard des autres pays, notamment de l'Amérique du Sud, qui continuent à commercer avec la Russie, notamment à travers l'achat des engrais, ne pensez-vous pas que cette union de l'Europe passe préalablement par la prise en compte de la nécessité d'une consolidation économique, comme déjà l'a fait le chancelier allemand à travers son partenariat et ses achats en Chine? Ne pensez-vous pas que l'Europe devrait se défaire de cette dépendance américaine, notamment à travers l'achat d'armements, et reconsolider son tissu économique? Merci beaucoup pour cette question qui pourrait nous lancer pour encore 3 heures. Je vais vous demander d'y répondre, parmi vous, ceux qui veulent répondre, en quelques secondes seulement. Il nous reste 2 minutes. Monsieur, après, en 30 secondes, ouais. Les Européens eux-mêmes ont fait des sanctions. 8 paquets de sanctions contre la Russie. 8. Donc c'est eux qui ont décidé, c'est même pas les Américains. Le ministre français de l'économie a dit on va faire une guerre économique totale contre la Russie. Très bien. Mais après, il ne faut pas être... Si nous militarisons le commerce, si nous prenons l'argent des Russes et on le bloque dans les banques, il ne faut pas s'étonner si les Russes, ensuite, ferment le robinet de gaz. Moi, je serais russe, je ferme le robinet de gaz. Logique. Donc, la partie les conséquences que nous vivons sont aussi les conséquences de décisions politiques prises en Europe à l'instigation de l'immense Madame Ursula von der Leyen, qui s'est autoproclamée chef de guerre, sans aucun mandat d'ailleurs. Cette dame n'est élue par personne. Elle n'a absolument pas les compétences pour diriger la guerre contre la Russie. C'est pourtant ce qu'elle fait. Et les chefs d'État européens sont couchés et laissent faire. Donc, nous sommes responsables des conséquences économiques de ce que nous vivons, par défaut, parce qu'on n'a même pas pensé à l'objectif stratégique des sanctions. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Punir la Russie? Ça ne marche pas. S'en servir comme monnaie d'échange? On n'est pas en train de négocier. Donc, c'est du grand n'importe quoi, monsieur, en ce moment, l'Europe. Et c'est désespérant. Mais j'espère, avec mes collègues, qu'on finira par redresser cette
mauvaise passe dans laquelle nous sommes en ce moment. Monsieur Balázs, pour le mot de la fin. Il faut bien voir que sous la pression de la pandémie, l'Europe a déjà resserré les liens. On a beaucoup appris. On a appris que certaines lignes d'approvisionnement sont trop longues s'ils passent par des pays qui introduisent des règles pour la pandémie. Et la guerre s'y est ajoutée. Pour la guerre, et je reviens un peu sur la question avant, il faut bien voir qu'il y a un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, mais il y a un conflit beaucoup plus large économique. Les sanctions, d'une part, de la part de l'Union européenne, et l'arme énergétique de la part de la Russie, qui était aussi mentionnée. Donc, on y ajoute des effets économiques pour gagner la guerre de part et d'autre. Si on prend des risques et on fait des sacrifices militaires, on en fait aussi dans le terrain de l'économie. Et il faut parfois comprendre qu'on fait des sacrifices pour gagner sur le terrain militaire, politique, moral. Donc, il y a certains haussements de prix, oui, malheureusement, mais il faut survivre ça, il faut trouver des remèdes, il faut aider ceux qui ont les plus grandes pertes, mais il faut aboutir. Donc, pour l'Europe, l'Europe est plus unique qu'avant, tout comme l'OTAN. L'OTAN est plus unique qu'avant et plus efficace. En ce qui concerne, Pierre Lelouch a mentionné la grandeur de Madame von der Leyen, je m'en doute. J'avais le plaisir de travailler à la Commission européenne comme commissaire et je vous assure que la Commission ne fait que suivre le souhait des États membres qui sont les maîtres et on ne peut pas aboutir sans l'approbation des États membres. On fait certaines propositions, parfois un peu osées, mais ça nous amène jusqu'au Conseil européen où ils votent et ils décident. Ils sont les maîtres de l'Union européenne, rien ne peut passer sans les États membres et à l'arrière-plan, il y a toujours l'alliance franco-allemande. Sans eux, on ne peut rien faire. Les deux ne peuvent pas aboutir sans le support d'une certaine majorité, mais ce sont les États membres qui décident. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, vous voyez que nous avions une discussion très nourrissante. C'est l'heure du lunch, ça tombe bien. On a déjà été très largement alimentés. Mon nom est Julien Toureille. Ça a été un honneur et un plaisir d'animer cette discussion enlevante. J'ai eu encore plus chaud qu'hier. Ça tombe bien, j'arrive du Canada, je prends bien la chaleur en ce moment. Je vous propose de vous joindre à moi pour remercier nos panélistes. Merci.